Bonjour, c'est Christophe. Deuxième partie de cette note de lecture sur Chevaucher le tigre de Julius Evola. Dans la première partie, on avait évoqué, l'auteur avait évoqué la présentation, euh, la loi naturelle qui était connue et utilisée dans la tradition, c'est-à-dire la loi du retour, la loi du karma. Euh, il a également parlé ensuite du courant qui a éclos avec à la pointe l'écrivain le plus connu de tous, c'est Nietzsche, du courant nihiliste. Donc Julien Rochdy, je crois, affectionne particulièrement. On va faire une petite remarque un peu plus tard à Julien pour gentille, mais pour l'aider à passer, à cranter au-delà, hein, et à atteindre une dimension métaphysique. La suite du courant, on va dire, nihiliste, nietzschéen, c'est le courant existentialiste, avec les Sartre, etc. Leur particularité, c'est de dire qu'il n'y a plus de Dieu, ça a été fait par Nietzsche, et qu'il n'y a donc plus de Dieu, donc plus de loi. Donc c'est de la liberté absolue et totale. C'est un être en fait complètement libre, mais aussi complètement seul, parce que pas soumis à la loi. Et on en arrive à leur limite, ce que mes abonnés connaissent parfaitement, parce qu'on a travaillé là-dessus. Vous maîtrisez déjà cela, mais on est très bien conscient que dans leur limite, il y a une notion de transcendance. Les abonnés ont l'habitude de manier les critères asymétriques, où on dirait qu'il n'y a pas de loi, mais on sait qu'il y a une loi supérieure, et on utilise la notion d'angle mort. Donc je renvoie aux travaux des colonels de l'armée chinoise Qiao Liang et Wang Sangshui, qui, au milieu de leur ouvrage, recroisent une proportion éminemment mystique. Fin de la parabole. Evola nous parle de l'intrépidité de l'âme et qui parle d'une action sans désir, qui agit sans agir. C'est issu de la philosophie zen, mais puis plus récemment, je crois que l'américain David Allen parle de Getting Things Done, celui qui était une référence sur dans les organisations des entreprises. Il indique que le contenu de ce genre d'action n'est pas né d'initiative, mais cela jaillit de soi-même, naissent en fin de compte du néant. Dans la tradition, c'est ce que l'on peut considérer être entier dans le fragment et droit dans ce qui est courbe. Être entier dans le fragment et droit dans ce qui est courbe. Petite remarque, vous m'excusez pour le son en écho. Je vis de façon spartiate et dans un appartement qui est très peu meublé. Donc vous ne me reprocherez pas d'être conforme à ce que j'indique au mode de vie que je cautionne, c'est-à-dire avec très peu d'objets, de façon spartiate. Mais je tends à travailler, à améliorer ce son et à enlever cet écho. Dans la tradition, le véritable artisan exécute avec le même soin un travail qui sera vu, mais il n'aura pas sa trace forcément et son empreinte, si ce n'est peut-être laissé de façon très discrète. Et on pense bien sûr aux compagnons du devoir qui ont laissé des ouvrages magnifiques et de façon anonyme. C'est l'action pure, l'action pour le geste, et c'est être pleinement dans le mouvement sans projeter une partie de soi-même
un avenir. Donc, ils sont pleinement dans l'instant et la signature ne les importe que peu en fin de compte. Il revient à un moment donné sur la notion de, de loi naturelle. Et ce karma, dans la tradition, il y avait une capacité, mais il y a toujours une capacité, à négocier, entre guillemets, son karma, à négocier avec la loi naturelle. Il utilise la parabole de gravir une montagne en dépit du mauvais temps. Il y a une sublimation interne, il y a une mesure, il y a une poids, il y a une interaction avec un élément mystique. On sait, notre serviteur gravit des montagnes, pas aussi hautes que celles des voleurs, mais certaines. On sait, on est à l'écoute, et on sait qu'en dépit du mauvais temps, peut-être que l'on va devoir payer, payer avec notre chair, et pas faire payer les autres, pour avoir gravi en dépit du mauvais temps. Il y a une écoute, une interaction, et il ne s'agit pas de se comporter comme des allumés, comme des nihilistes, des Nietzschéens, disant que on va gravir la montagne avec une force incroyable. Il y a une forme d'humilité, de détermination et d'écoute, d'interaction permanente avec le corps, avec l'instant, et on se pose la question de savoir si vais-je devoir payer ce choix ou pas. C'est une grande finesse. Et ce que l'on peut considérer à un moment donné, il y a des portes qui s'ouvrent, il y a des portes qui se ferment, il y a une éclaircie, il y a des indicateurs, et c'est très intime, et ce qui explique que, par exemple, Ernst Junger, dans Orage d'acier, survit à on ne sait combien dans les tranchées de bombes, de tirs, en fait, il démontre, et c'est lui qui le démontre le mieux, et voilà nous le dit, cette partie de peser la loi naturelle et la négocier avec un élément totalement mystique. On ne sait pas comment Ernst Junger a vécu à la guerre de 14-18 et comment il en a fait autant. C'est totalement stupéfiant. Pour ceux qui, j'invite à lire Orage d'acier. Et cette notion, pour se familiariser avec cette notion de loi naturelle qui est présente, et à un moment donné, le guerrier, il passe un cran au-delà, parce que le bourgeois ne peut pas comprendre. Il est dans un sentimentalisme, et puis à un moment donné, il s'arrête parce qu'il ne peut pas dépasser. Il ne peut pas cranter au-delà. Ce bourgeois produit une pensée, une prolongation de la pensée existentialiste, donc propagée par Sartre, je l'ai dit. Et ces gens sont complètement détachés de la tradition. On ne peut pas, ils n'entendent pas la loi du retour. C'est impossible. Vous pouvez parler autour de vous à ces gens-là. Ils ne comprennent pas. Ils disent peut-être qu'il y a une loi, il y a l'État, mais ils ne pensent pas qu'il y a une loi au-dessus de la loi de l'État. Et c'est ce qui permet de cranter, de passer au-delà avec la philosophie de on va dire la loi de la tradition, ou la tradition plutôt avec un grand T. Sartre, en fin de compte, a prolongé cet existentialisme et créé un individu qui est complètement déconnecté du groupe.
il jouit, mais en fin de compte, il est détaché de la transcendance, il n'apporte rien, et il est à la fois vitrifié par la transcendance, c'est-à-dire qu'au moment où vous lui parlez d'expérience mystique, il a les yeux de poisson rouge, il ne peut plus avancer. Mais c'est encore lui qui fait la loi, et c'est lui qui nous pollue. Ce que Evola indique par cette pollution barbare par le bas. Et Barico le reprend ensuite dans son excellent livre Les barbares. Aujourd'hui, ce post-nihilisme constitue un homme moderne en pleine crise qui alterne des phases complètement atones ou complètement hystériques. Et ceux qui sont au-dessus de cela sont des êtres en mouvement permanent. C'est des êtres circulants qui ne produisent rien, qui ont accès à la technologie, c'est-à-dire la technologie, pour parler concrètement, hein, ces trottinettes électriques, ces machins électriques, ils sont toujours en mouvement, ils sont seuls, mais ils sont dans une crise existentielle totale, n'ayant en fin de compte de pieux, hein, de point central, de mât, hein, de poteaux, autour duquel ils puissent interagir. Alors, ils veulent raser les églises, mais en fin de compte, les églises sont le repère au centre du village. Ceux autour duquel tourne le village, il reste équilibré, il reste bien. À défaut d'avoir le parfait qatar. Ça, c'est une petite discrétion personnelle que j'assume. La machine, en fin de compte, a créé des êtres, des masques de comédiens ou des masques d'acier. Il y a une froideur terrible ou une pseudo-empathie, ce qui ressemble, ou ce que l'on voit dans ce gauchisme, où ils ont une totale empathie par les mots, mais zéro action. Et souvent, on a affaire à des gens qui sont classés d'extrême droite et qui ne disent rien, mais qui tendent la main physiquement. Et voilà, rappelle que Junger disait, dans une température extrême, il parlait des tranchées, l'homme fait appel à autre chose que cet esprit industriel bourgeois. Et on comprend pourquoi les aînés qui sont dans la lutte se tiennent très loin des objets industriels, parce que cela distord nos capacités humaines à percevoir le mystique. Il prolonge sa réflexion sur la dissolution sociale et l'effet de l'anonymat. La civilisation moderne est devenue individualiste par le fait de vouloir affirmer sa personnalité. Cette personne qui nie l'existence de Dieu, sans loi, veut s'affirmer à tout prix. Donc avec, au tout départ, à la Renaissance, avec la découverte de l'homme. Cette découverte de l'homme détache de la transcendance. On a creusé au fin fond, au cœur de la matière, pour essayer de se prendre pour des démiurges, prendre la place du Dieu, puis après dire qu'on est le Dieu, puis dire qu'il n'y a plus de Dieu, et en fin de compte, croire que l'on pouvait créer notre loi. Et en fin de compte, on se retrouve seul. Dans le sacré, il rappelle qu'il y a l'éternité. La personnalité implique un repli sur soi et un enfermement.
dans les notions de sacré, d'éternité, il y a aussi le principe supra-individuel qui rappelle la royauté, le pontificat et les ordres monastiques qui abandonnent leur personnalité pour construire un archétype, un être mystique qui les dépasse. À l'inverse, le bourgeois, lui, aspire à des nobles sentiments, ce sentimentalisme mièvre qu'il appelle nature. Retour à la nature, c'est ce que l'on peut entendre aujourd'hui un peu partout, surtout chez ceux qui ont importé tout un tas de communautés dans les villes, et puis maintenant ils aspirent à la nature. Après avoir foutu le bordel, ils se cassent, quoi. Et donc la nature, dans leur bouche, pour eux, c'est jouissance, alors que nature, au sens de la tradition, il y a un côté sauvage, solaire, mais probablement mystique. La nature au sens bourgeois implique une phase de plébéisation, nous dit voilà, cette constitution d'être oisif, sur les plages, avec des corps dénudés, la jouissance du ski aussi, lui qui était montagnard, dénonce le ski, ce fait d'être tiré vers le haut et de faire de la jouissance de la descente. Lui, au contraire, pratiquait de la douleur dans la montée. Et j'invite à attaquer la montagne de face, même de la petite montagne, au lieu de prendre la remonte-pente pour descendre. C'est au sens symbolique une autre approche. Bon, cette plébéisation a été reprise et dit par d'autres, même peut-être les cercles marxistes aussi le disaient, ça alternait des cycles, des phases hystériques d'activité et des phases d'atone. Quand on passe du temps sur la plage à dorer, le surplus d'énergie est dispersé dans une forme d'activité hystérique. Il en vient ensuite par une petite digression qui est fort intéressante sur l'usage des stupéfiants dans la musique syncopée. Toute la musique que l'on écoute, pour la plupart, est issue d'une musique syncopée qui dérive des danses africaines, selon lui. Je pense que d'autres avaient fait la remarque un peu plus tard. Danse qui utilise des drogues dans un but sacré. Le côté syncopé est lié à l'usage, on va dire, rituel dans un but sacré, conformément à d'antiques traditions. Idem pour le tabac chez les Indiens ou pour les Mexicains, l'usage de la mescaline du peyote, qui, bien dosé, donne des visions et une vision au-delà de la perception, à lieu clé. Dans une sphère plutôt française, on avait l'usage du vin rouge à table, avec une bonne dose, pour avoir un petit peu d'ivresse, mais juste ce qu'il fallait, qui permet d'avoir un autre niveau de perception. Il donne une parabole intéressante, c'est celle de la vague et du nageur. Le nageur en pleine mer a une énergie qu'il appelle A, mais pour aller un peu plus loin, s'il épouse bien
la forme de la vague, il peut utiliser, et son énergie peut être additionnée à celle de la poussée de la vague. S'il maîtrise cette énergie, il ira plus loin, et s'il ne la maîtrise pas, en fin de compte, il coulera sous la vague, voire il reculera. C'est la remarque intéressante qu'il fait sur l'usage des drogues et qui est complètement tabou dans notre société. On parle souvent de dépénalisation, mais il y aurait un besoin de ritualisation de l'usage de la drogue, ce qui est autre chose. Peut-être dans les élites, simple remarque, ils utilisent la drogue, mais peut-être à d'autres fins aussi, plus dans les cercles peut-être pédo-sataniques. On va faire une pause pour la vidéo, parce que j'ai encore pas mal de choses à vous dire, ça fait déjà 20 minutes. Et je vous retrouve bientôt pour la suite de dissolution du domaine social. Et puis après, on parlera du mariage sacré. Ça pourrait en intéresser quelques-unes et uns. Voilà, à bientôt.